Il existe des rencontres qui changent tout. Parfois, deux âmes se croisent au milieu du chaos de la vie, comme si elles avaient été attirées par une force invisible et inévitable. Ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Quelque chose de plus profond opère derrière les voiles de la réalité apparente. Une connexion qui transcende le temps, l'espace et la logique. Lorsque deux âmes sont véritablement destinées l'une à l'autre, l'univers semble conspirer en silence pour que leurs chemins se croisent, même si tout les oppose. Dans ce script, nous plongerons au cœur des forces occultes qui animent le véritable amour, à la lumière des enseignements de Carl Jung, révélant comment le voyage intérieur constitue le point de départ de cette réunion inéluctable. Préparez-vous à découvrir que, en amour, rien n'est laissé au hasard. Si vous croyez que le véritable amour trouve toujours son chemin, commentez ci-dessous. Mon âme connaît le chemin du retour. Carl Jung considérait la psyché humaine comme un vaste territoire, rempli de symboles, d'archétypes et de mouvements inconscients qui façonnent profondément nos relations. Quand on parle de deux âmes vraiment destinées l'une à l'autre, il ne s'agit pas seulement de romantisme ou de fantasme, mais d'une expérience archétypale qui touche au fondement de l'individuation, le processus central de la psychologie jungienne. La réunion des âmes peut être interprétée comme un reflet symbolique de la quête de la totalité. L'amour, de ce point de vue, n'est pas qu'un sentiment, mais aussi un miroir. L'autre devient une projection puissante de ce qui est réprimé ou fragmenté en nous. Nous projetons sur l'autre nos ombres, nos désirs, l'animus ou l'anima, ces aspects inconscients du féminin et du masculin présents en chacun. Cette projection n'est qu'un point de départ, pas la destination finale. Selon Jung, le véritable amour apparaît lorsque la projection se dissout et que nous percevons l'autre tel qu'il est, non tel que nous voudrions qu'il soit. C'est alors que l'amour se transforme en chemin d'individuation. Quand deux âmes se rencontrent et acceptent leurs propres abîmes, leurs lumières et leurs ombres, quelque chose de sacré se produit. Elles ne se complètent pas, elles se renforcent mutuellement. Et même si le monde les sépare, la quête intérieure de chacun les ramènera l'un vers l'autre, car le lien a été tissé dans les profondeurs de l'inconscient, où le temps linéaire perd sa signification. Ainsi, l'amour qui trouve toujours un chemin n'est pas le fruit d'un destin romantique, mais du courage psychique d'intégrer les opposés, de transcender les blessures et de laisser le véritable soi guider le retour vers l'autre. Lorsque nous tombons amoureux, nous ne réalisons que rarement qu'une part de ce que nous ressentons ne provient pas directement de l'autre, mais de nous-mêmes. Jung nous mettait en garde. Le début de toute relation amoureuse porte en lui une forte charge projectionnelle. Nous voyons dans l'autre ce qui est caché, désiré ou réprimé dans notre propre inconscient. Cette projection agit comme un aimant psychique qui nous attire, nous enferme et nous enveloppe. Mais c'est aussi là que réside toute la complexité du véritable amour. En projetant nos parts méconnues sur l'autre, nous recherchons inconsciemment la complétude intérieure. C'est pourquoi, souvent, nous avons l'impression de connaître quelqu'un dès le premier regard, comme si nous retrouvions ce qui existait déjà en nous. L'âme reconnaît des symboles, des archétypes, des schémas intérieurs qui reflètent nos manques les plus profonds. Ce n'est pas tant l'autre qui nous fascine que l'image que nous créons de lui, et cette image naît de l'inconscient. Pourtant, cette illusion est fragile. Avec le temps, la cohabitation révèle que l'autre ne correspond pas entièrement à la figure idéalisée. Quand la projection commence à se fissurer, nous sommes forcés de confronter non seulement la vérité sur l'autre, mais aussi la nôtre. Ce qui était passion peut devenir frustration, douleur ou désillusion. Mais c'est précisément à cet instant que le véritable amour peut naître, lorsque nous cessons d'aimer la projection pour commencer à voir, accepter et aimer l'autre tel qu'il est. Jung affirmait que nous n'apprenons à aimer mûrement que lorsque nous levons les projections de notre regard. Cela ne signifie pas détruire l'enchantement, mais comprendre qu'il doit se transformer. L'amour romantique issu de la projection est une porte d'entrée, non une destination. Il nous conduit à un point crucial de notre parcours où nous sommes invités à grandir, à regarder à l'intérieur. En reconnaissant que ce que nous admirons ou désirons chez l'autre renvoie en réalité à des aspects non développés en nous, nous ouvrons la voie à l'individuation. Nous comprenons que l'autre n'est pas là pour nous combler, mais pour nous refléter. Et ce miroir ne montre pas que la beauté, mais aussi ce qui est déformé, oublié ou délaissé en nous. La projection est donc un pont. Elle relie deux mondes intérieurs via une illusion significative. Quand cette illusion est inconsciente,
Elle génère confusion, dépendance et souffrance. Mais éclairée par la conscience, elle devient une occasion sacrée de connaissance de soi. C'est ainsi que Jung envisageait la relation amoureuse comme une voie de transformation psychique. L'autre devient un maître silencieux, souvent à son insu. En nous décevant, il nous renvoie à nous-mêmes. En ne répondant pas à nos attentes, il nous pousse à nous interroger. Que suis-je vraiment en train de chercher? Quelle part de moi-même tentais-je de retrouver en lui? Aimer vraiment exige du courage. Le courage de traverser la projection, de déconstruire la fantaisie, de se confronter à soi-même dans une honnêteté radicale. Quand nous osons cela, la relation gagne en profondeur, maturité et vérité. Et si le lien est authentique, si un amour véritable existe sous les couches de projection, il ne se contente pas de résister, il se renforce. Car il ne s'agit plus d'une rencontre d'illusion, mais de deux êtres qui se regardent avec clarté, acceptation et présence. L'amour entre deux âmes destinées ne survient pas malgré la projection, mais à travers elle. Ce qui les unit n'est pas la perfection de l'autre, mais la volonté mutuelle de traverser ensemble le miroir de l'âme. C'est pourquoi, quand deux âmes sont réellement prêtes, l'amour trouve toujours un chemin, car ce chemin a été tracé en chacun d'elles. Pour Jung, l'ombre représente tous les aspects de notre psyché que nous avons réprimés, niés ou ignorés, car ils ne correspondaient pas à l'idéal que nous avons bâti de nous-mêmes. Ces contenus cachés restent vivants en nous, influençant silencieusement nos comportements, nos choix et, surtout, nos relations. Lorsque deux personnes se lient profondément, la relation devient un miroir où cette ombre inévitablement fait surface. Au début, tout semble léger, enchanteur et harmonieux. Mais à mesure que l'intimité grandit, apparaissent des réactions inattendues, jalousie, insécurité, jugement, possessivité, besoin de contrôle ou au contraire fuite. Ces réactions ne naissent pas de l'amour, mais de l'ombre activée par la présence de l'autre. L'âme sœur, ou âme destinée, n'est pas seulement celle qui réveille en nous le sublime, mais aussi celle qui, sans intention, touche nos blessures les plus profondes. Jung ne voyait pas cela comme un échec de l'amour, mais comme sa fonction la plus noble, éveiller la totalité endormie. Aimer véritablement n'est pas seulement célébrer les affinités, mais avoir le courage de rester lorsque l'autre nous confronte à des parts de nous que nous préférerions ignorer. L'amour authentique exige que nous regardions ces ombres sans les projeter aveuglément sur notre partenaire. Souvent, nous accusons l'autre d'être froid, possessif, instable ou égoïste, alors que nous décrivons en réalité des aspects de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Cette projection de l'ombre est un piège dangereux. Elle alimente les conflits, les distances et les ruptures, rendant invisible le vrai problème. Quand nous blâmons l'autre pour tout ce que nous ressentons, nous passons à côté de l'opportunité d'utiliser la relation comme un outil de transformation. Affronter l'ombre en amour est un acte de responsabilité psychique. Reconnaître que la colère que nous éprouvons peut être l'expression d'une répression émotionnelle, que la peur de l'abandon reflète le degré auquel nous nous sommes déjà abandonnés nous-mêmes, que le besoin de contrôler l'autre est peut-être le fruit du chaos que nous refusons d'affronter en nous. Mais pourquoi est-il si difficile de reconnaître sa propre ombre? Parce qu'elle menace l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes. Avouer que nous sommes jaloux, manipulateurs ou rancuniers heurte notre ego qui se nourrit d'idéaux de bonté, de contrôle et de cohérence. Pourtant, c'est précisément cette honnêteté intérieure qui rend l'amour véritable possible. Une âme destinée n'est pas celle qui nous épargne l'ombre, mais celle qui nous pousse à la traverser. Et cette traversée est souvent douloureuse. Elle peut exiger des ruptures temporaires, des silences, des confrontations, des recommencements. Mais si les deux partenaires acceptent leurs ombres, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'amour cesse d'être un champ de bataille pour devenir un espace de guérison. Jung considérait la relation comme un processus d'individuation partagée. Chacun doit regarder à l'intérieur, intégrer les aspects niais de sa psyché, pour que le lien puisse s'épanouir authentiquement. Ainsi, l'amour ne devient plus un besoin, mais un choix conscient et mûr. Ce type d'amour ne nie pas le conflit, mais l'utilise comme portail. Chaque crise devient une occasion de grandir. Chaque désaccord révèle une blessure ancienne qui réclame notre attention. Chaque séparation, si elle est suivie d'un véritable travail intérieur, peut préparer un retour plus authentique. L'ombre n'est pas la fin du chemin amoureux, mais son véritable commencement. Elle révèle ce qui doit encore être guéri, aimé et accueilli en nous. Et ce faisant,
nous rapproche de notre essence. Le parcours du véritable amour entre deux âmes destinées passe par l'obscurité. Mais cette obscurité n'est pas l'opposé de la lumière, c'en est l'avant-goût. Seul celui qui a eu le courage de cheminer en soi peut être vraiment présent pour l'autre. C'est pourquoi lorsque deux âmes affrontent ensemble leurs ombres, l'amour ne se contente pas de survivre, il renaît. Et dans ce renouveau, il trouve son chemin le plus profond et le plus authentique. Dans la psychologie analytique de Jung, deux concepts clés régissent les relations amoureuses, l'animus et l'anima. Ils symbolisent respectivement l'aspect masculin inconscient en chaque femme et l'aspect féminin inconscient en chaque homme. Ces figures intérieures ne sont pas que des énergies symboliques, elles influencent profondément notre façon de nous lier, surtout en amour. Avant d'aimer vraiment quelqu'un, nous devons rencontrer ces images en nous. Animus et anima se forment tout au long de la vie, nourris par nos expériences personnelles, les images culturelles, la famille et les projections archétypales. Si nous ne les reconnaissons pas en nous, nous tendons à les projeter sur nos partenaires. Cette projection suscite une fascination intense, comme si nous avions trouvé la pièce manquante de notre puzzle intérieur. Nous tombons amoureux non seulement de la personne, mais de ce qu'elle représente, une part perdue de nous-mêmes. Cette expérience est puissante mais dangereuse. Lorsque nous chargeons l'autre du poids de notre complétude intérieure, des frustrations apparaissent inévitablement. Le partenaire ne peut soutenir l'idéal que nous projetons, car il n'est pas cette image. C'est alors que tant de relations se brisent, quand nous réalisons que ce que nous prenions pour de l'amour n'était qu'une quête inconsciente de nous-mêmes. Le véritable amour commence lorsque cette projection disparaît et que nous sommes capables de reconnaître et d'intégrer animus et anima en nous. Ce processus exige un travail intérieur, du silence, de l'écoute et une ouverture à l'inconscient. La femme qui intègre l'animus développe discernement, direction, action et structure. L'homme qui intègre l'anima accède à son intuition, sa sensibilité, sa réceptivité et son empathie. Dans les deux cas, un équilibre intérieur s'installe, nous rendant entiers, et donc prêts à aimer consciemment. Le véritable rendez-vous entre deux âmes ne se passe pas seulement dans la réalité extérieure. Il reflète avant tout un processus intérieur. Quand un homme et une femme se rencontrent, sans être en contact avec leurs figures archétypales internes, leur relation devient dépendante, instable, souvent illusoire. Mais lorsque chacun a fait le travail d'intégration, l'amour qui naît n'est plus une carence, mais un débordement. Cette relation se caractérise par un respect mutuel, une admiration profonde et une liberté partagée. L'autre n'est plus un miroir de nos désirs refoulés, mais un compagnon sur le chemin de la totalité. L'amour cesse d'être un refuge contre le vide. Il devient un terrain fertile à l'expression de ce que nous avons déjà cultivé en nous. Jung pensait que rencontrer animus et anima était essentiel à l'individuation. En intégrant ces figures, nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur. Paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que nous sommes prêts à trouver l'autre pour de vrai. Pas comme un complément, mais comme le reflet de notre propre intégrité. Cet amour ne supprime pas les défis, il les métamorphose. Les conflits ne sont plus des ruptures, mais des occasions d'approfondissement. Les différences suscitent la curiosité plutôt que la séparation. Le temps ne use pas, il révèle des couches nouvelles de profondeur. Quand animus et anima ne sont pas reconnus, ils nous enferment dans un cycle d'idéalisation et de déception. Lorsqu'ils sont intégrés, ils nous libèrent pour vivre l'amour comme un acte créatif conscient. Et cet amour est rare, car il exige que chacun plonge dans son inconscient, affronte ses peurs, guérisse ses blessures et développe son potentiel. Le véritable retour de deux âmes destinées ne s'opère que lorsque masculin et féminin intérieur dansent en harmonie. Quand nous ne cherchons pas à l'autre ce qui nous manque, mais que nous offrons à l'autre ce qui a déjà fleuri en nous. C'est cette union intérieure qui prépare le terrain à l'amour réel, un amour qui ne dépend pas, ne se perd pas, ne se brise pas. Un amour qui trouve son chemin, même quand tout semble perdu, car il naît de l'intégrité de deux âmes déjà réunies en elles-mêmes. L'individuation est au cœur de la psychologie jungienne. C'est le processus profond et continu par lequel l'individu devient pleinement lui-même, une intégration singulière de ses aspects conscients et inconscients. Ce chemin est solitaire par nature, mais pas forcément isolé. Souvent, l'amour surgit comme catalyseur. Il défie, révèle, éveille et guérit. Lorsque deux âmes sont réellement destinées l'une à l'autre, ce n'est pas seulement une question d'affinité ou de synchronicité extérieure,
c'est parce qu'elles parcourent chacune un chemin d'individuation qui, inévitablement, converge. Contrairement à la croyance romantique selon laquelle l'autre vient nous compléter, Jung voyait la relation comme un miroir de l'âme. Le partenaire n'est pas l'ultime destination, mais une invitation à plonger plus loin dans notre propre quête. Chaque rencontre, chaque conflit, chaque éloignement et chaque retrouvaille ont pour fonction symbolique de nous amener à qui nous sommes vraiment. L'amour, en ce sens, n'est pas une fuite du soi, mais une manière de l'affronter avec courage et authenticité. Le retour entre deux âmes profondément unies n'est possible que lorsque chacune a suivi sa propre quête intérieure. Cette quête n'est ni linéaire ni confortable. Elle regorge de ruptures symboliques, déconstruction de croyances anciennes, abandon de schémas hérités, acceptation de l'ombre, écoute de l'inconscient. L'individuation force à être entier, non pas seulement agréable. Elle nous appelle à cesser d'être ce que les autres attendent pour devenir ce que nous avons toujours été au fond. C'est pourquoi l'amour véritable, celui qui résiste au temps et aux distances, a besoin de cette assise. Un amour porté par des êtres entiers ne repose ni sur des attentes, ni sur des dépendances, ni sur des idéalisations. Il s'épanouit dans la liberté et l'authenticité. Chacun marche aux côtés de l'autre, non par besoin, mais par choix. Non pas pour se compléter, mais pour partager la complétude acquise. Souvent, cette réunion entre âmes survient après une séparation. Lorsque les chemins extérieurs divergent, c'est qu'il reste des parts à intégrer en soi. La douleur de l'absence peut alors devenir l'élan nécessaire à l'intensification de l'individuation. Et bien souvent, lorsque ce chemin est véritablement parcouru, la réunion se fait naturellement, inévitablement, comme si l'univers reconnaissait que les deux âmes sont prêtes. Il est essentiel de comprendre que l'individuation ne rend pas parfait, mais conscient. Être entier n'équivaut pas à être débarrassé de tout conflit, peur ou contradiction, mais à savoir les reconnaître, les accueillir et les intégrer. Et lorsque deux personnes en sont là, naît un amour rare, celui qui voit et accepte l'autre dans sa totalité, sans masque, sans exigence, sans fuite. Cet amour est silencieusement révolutionnaire. Il n'a pas besoin de prouver son existence, car il se nourrit de la présence. Il n'a pas besoin de promesses, car il se renouvelle dans l'engagement envers la connaissance de soi mutuelle. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, car il puise sa force dans le lien interne de deux psychés qui se reconnaissent au-delà de la forme. Le chemin de l'individuation est au fond un chemin spirituel. C'est le retour au centre de l'âme, à cette essence qui palpite derrière toutes les façades. Lorsque deux âmes parcourent ce chemin et se retrouvent, l'amour qui naît entre elles n'est pas éphémère. Il reflète la totalité qui s'exprime à travers leur union. Cette union ne se limite pas au plan physique ou émotionnel, mais s'inscrit dans le cadre archétypal, où symboles, rêves et intuitions s'entrelacent comme les fils invisibles d'un destin plus profond. C'est pourquoi dire que le véritable amour trouve toujours un chemin ne revient pas à attendre passivement que le destin fasse le reste, mais à avancer activement vers sa propre vérité intérieure, convaincu qu'en cheminant ainsi, on se rapproche aussi de l'autre. Et quand la réunion a lieu, elle ne marque pas la fin, mais le début d'un nouveau cycle, où l'amour n'est plus un désir, mais une expression vivante de la totalité atteinte. Cet amour est rare. Non pas parce qu'il serait impossible, mais parce qu'il exige du travail, de l'abandon et de la transformation. Il demande que nous devenions entiers pour partager ensuite la vie d'un autre être entier. Et lorsque cela arrive, aucun obstacle extérieur ne peut séparer ce qui s'est déjà uni au plus profond de nous. Le retour de deux âmes destinées est, avant tout, le retour de chacune à elle-même. L'amour qui résiste au temps, à la distance et aux épreuves n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'un parcours profond, où deux âmes, se reconnaissant dans leurs manques et leurs puissances, acceptent de marcher ensemble vers la vérité intérieure. Comme l'a enseigné Carl Jung, l'amour authentique naît quand nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui doit être guéri en nous. Il s'épanouit quand nous intégrons l'ombre, reconnaissons nos projections, éveillons animus et anima, et devenons entiers par nos propres moyens. Quand deux êtres se retrouvent après une véritable individuation, le lien qui se crée dépasse l'émotionnel. Il devient archétypal, symbolique, spirituel. Il n'y a plus d'urgence, de pression ou de peur, seulement de la présence et de la profondeur. Dans cet espace, l'amour n'a plus à se prouver. Il sait qu'il est vrai. Si vous sentez que ce chemin est aussi le vôtre,
Ne négligez pas les signaux de votre inconscient. L'amour trouve toujours un chemin, mais il faut être éveillé pour le reconnaître. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à plonger dans cette quête d'autoconnaissance et de transformation. Et ne partez pas sans regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait être la prochaine étape de votre voyage intérieur.